Au regard des résultats de la dernière élection présidentielle, certains estiment que le Grand Nord, l'Ouest et le littoral ne veulent plus du président Paul Biya. Ce matin, nous posons ces débats sur la table pour essayer de voir un peu plus clair. Valère Bessala, le littoral, l'Ouest et le Grand Nord ont abandonné le président Paul Biya? Non, mais je crois que c'est très hâtif. C'est très hâtif parce que il faut lire la stratégie. Hein, parce que j'aime toujours dire, nous avons beaucoup péché. Nous avons beaucoup péché dans l'opposition. Nous ne sommes pas écoutés. On ne s'est pas rapprochés. On est resté dans nos orgueils et nos retranchements. Mais j'ai fait cette analyse avec beaucoup d'aînés que j'ai eu à rencontrer. Bon, mais vous savez, qui suis-je? Je suis qu'un petit élément. Stratégiquement, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Du moins ceux qui dirigent. Ils ont fait une équation simple. Ils savaient qu'il y avait la colère du peuple déjà depuis, dont vous parlez d'ailleurs, dans vos thèmes. Et ils se sont dit, 7 régions ont été levées, du moins 10 même, on va dire comme ça, 10 régions ont été levées par tous les leaders d'opinion dans l'opposition, Elimbi, moi, Kamto, avec les appareils et tout, pendant 7 ans. On a fait un sacré job, vous savez. Le peuple s'est réveillé. Vous-même les journalistes, Soulé, et ainsi de suite. Et en face, ils ont compris qu'en fait, le peuple a ouvert les yeux. Un. De deux, la jeunesse qu'ils ont passé le temps à utiliser pendant 40 ans, cette jeunesse a pris une conscience politique de manière accélérée pendant ces 7 dernières années. L'engouement aux inscriptions dans les listes électorales, qui a d'ailleurs été biaisé, empêché, on faisait inscrire les enfants qui allaient s'aligner et s'inscrire, on ne leur remettait pas les cartes d'électeurs. Parce qu'on savait que c'est potentiellement un vivier électoral qui ne leur sera pas favorable. Et puis, ils ont compris que le Grand Nord avait une opération singulière. Opération 10 millions de nordistes, qui était tenue par M. Gaïtama et Ousmane Aboubakar Mey et beaucoup d'autres, comprenez? Et ils travaillaient dans le silence. Mais les raisons pour lesquelles ils travaillaient, c'était certes pour le changement en général, mais pour, en fait, une raison particulière égoïste, le retour du pouvoir dans le Grand Nord. Voilà leur travail. Ils ne faisaient pas de bruit. Parce qu'eux, ils étaient déjà confiants du grand vivier de population dont dispose le Grand Nord en général, et puis aussi du grand vivier électoral, qui justement, sur lequel compte le sommier politique, sur lequel compte le pouvoir en place. Alors, le pouvoir a donc compris cela. Comment faire pour travailler donc sur les 10 régions? Ça c'est votre question. Il a compris qu'il fallait envoyer 2 mousquetaires dans le Grand Nord pour casser la mouvance de 10 millions de nordistes. Et ils ont envoyé qui? Bon, enfin, quand je dis envoyer, c'est entre guillemets, c'est subjectif ce que je vais dire. Bello est sorti, Issa est parti. Aussi simple que ça. Parce que, justifiez-moi comment est-ce que des mecs travaillent pour 10 millions de nordistes, lever 10 millions de nordistes pour l'élection de 2025, et eux-mêmes n'arrivent pas à trouver un candidat dans leur logique. Parce que Guibaï, Ousmane Mey devait avoir un candidat qui ne soit pas ce qui était au gouvernement pendant 7 ans, pendant toute cette période. Afin que la jeunesse du Grand Nord, qui est d'ailleurs très nombreuse, et d'ailleurs les islamophobes s'appellent 20% de la population, parce que les Kirdis et autres, animistes et non chrétiens, sont les plus nombreux. Donc il fallait trouver une figure qui puisse fédérer l'essentiel même du vivier politique qui allait faire mouche pendant cette élection. Alors, ils sont sortis, Biya a compris qu'il fallait les sortir et il fallait diviser cet électorat. C'est ce qui a été fait. Donc le Grand Nord est perdu comme ça. Voilà comment cette initiative est partie. Pour les 7 autres régions, c'était simple. Biya devait garantir 5 régions. Ils ont garanti 5 régions. Ils se sont arrangés à ce qu'aucune candidature ne sorte de l'air qu'on appelle vulgairement Ekambeti. Centre, Sud, Est. Je ne vais pas rentrer dans les dédales que j'ai eu avec des aînés et certains qui avaient des partis politiques qui avaient la capacité d'investir. J'ai vu un aîné, je lui ai dit, écoute grand frère, moi j'ai pas de parti, j'ai des problèmes. Je cherche là-bas, on m'a bloqué, je cherche là-bas, on m'a bloqué. Donne-moi ton parti. Il est là, mon télé là, il a les élus. Il m'a raconté une affaire, comment la jeunesse ne vaut rien, comment la jeunesse vraiment, c'est pas, ainsi de suite. Et je suis surpris 2 semaines avant, il me dit, on donne à la jeunesse, il trouve un candidat pour la jeunesse. Où? Un inconnu au bataillon. Mais je lui ai dit, mais grand frère, pourquoi tu fais ça? Mais c'est au fil de mesure que j'ai compris qu'il y avait toute une logique, une construction. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un candidat Ekambeti sous Paul Biya, parce que c'est là où il fallait couper l'ordre sous Paul Biya. Donc imaginez qu'il y avait un candidat dans les centres sud-est
il faisait le même travail que Biya a fait dans le Grand Nord, c'est-à-dire diluer l'électorat qui n'était pas en sa faveur. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce candidat allait partager l'électorat centre-sud-est avec les avec Biya. Voilà. Et ils ont compris une autre chose, le littoral, qui est un peu déjà cosmopolite. Hein. Faites tous attention, parce que moi je ne suis pas d'accord qu'on mette le littoral dans cette affaire. Parce que si vous prenez le Vouri, vous prenez une petite partie du Camp, vous prenez une partie du Mungo, quand vous venez de Kekem, Melon, tout ça, Mbanga, jusqu'à Souza, Dibombari, c'est déjà très dilué. Vous voyez, qui est cosmopolite. Ils ont compris que là-bas aussi c'est compliqué avec l'Ouest. Vous comprenez? Surtout l'Ouest Bamileke, puisqu'on a l'Ouest Bamoun qui est encore acquis un peu à l'UDC. Vous voyez? Donc ils ont fait leur équation, ils se sont dit, on n'est pas très sûr de ce côté, on bloque les deux régions saxonnes du pays, c'est-à-dire Nord-Ouest et Sud-Ouest. Vous comprenez? Voilà les bastions. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont effrayé les candidats en disant, les Ambazoniens disent que celui qui met le pied là-bas, regarde les candidats, personne n'est allé là-bas. Chiroma a fait un petit tour là-bas, il est rentré. Je crois aussi l'autre. Oui, donc Biya est parti à l'élection avec 5 régions acquises. Centre, Sud, Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest. Il savait qu'il allait se partager avec les autres candidats, notamment les plus en point, Bello et Chiroma, il allait se partager le Grand Nord. Et puis dans le littoral, qui est beaucoup plus cosmopolite, il allait se faire la même chose. Il allait se partager aussi. Il allait se partager. Moi, j'appelle ça le partage. Comprenez? Et maintenant, dans l'Ouest, il était indécis. Parce que tout le monde regardait le professeur Kamto. Parce qu'on se disait, s'il donne un mot d'ordre à gauche, certainement l'Ouest va basculer dans ce sens-là. Mais Kamto va jouer une neutralité, mais une neutralité en fait qui favorisait Chiroma. Et donc on a vu le résultat, l'Ouest a vomi Paul Biya. Donc moi je crois que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui doit nous revenir. Moi je ne vais pas tirer sur le gouvernement parce que c'est des gens qui font ça tout le temps. Nous savions qu'ils bouent les yeux, on sait qu'ils trichent, on sait... Mais nous ne nous sommes pas préparés. On a refusé de se préparer. Nous nous sommes préparés pour beaucoup, mais individuellement, mais beaucoup ont refusé de se préparer. Donc voilà comment nous sommes allés à l'élection, M. Pafa ici, pour dire qu'en fait, nous sommes dans une logique ici de construction, non seulement de l'illégalité politique, nous sommes dans une logique de construction de l'illégitimité politique, nous-mêmes de l'opposition. Parce que nous pensons en fait que nous combattons un régime, mais tout ce que nous faisons en fait renforce encore ce régime. Parce que nous refusons de nous mettre ensemble, nous refusons de nous comprendre, nous refusons de nous rapprocher, nous refusons de collaborer entre nous, ça ne fait que le jeu du régime. Merci Valère Bessala. Alors, sous les Honoriolo, ces 3 régions que nous prenons ce matin ont-elles des raisons de tourner le doigt Paul Biya? Lesquelles? L'Ouest, le Grand Nord, le littoral. Mais ça fait... Le Grand Nord, lui, c'est 3 régions. Disons pratiquement 5. 5. Je voudrais d'abord déplorer quelque chose d'extraordinaire. C'est la paresse de Clément Tangana et son conseil constitutionnel. Ils ne nous ont pas permis de voir la réalité des urnes. Je ne comprends pas pourquoi on a attendu 15 jours pour que les gens viennent prendre 1 heure pour rendre les résultats. Donc Clément Tangana a fait regretter Dibanda Mwele. Dibanda Mwele, vous donnez les résultats département par département. Si on avait fait cette lecture, cette proclamation comme cela, on aurait eu... Qu'est-ce que ça devait changer? Beaucoup. Il fallait qu'on donne les résultats village par village. Quand vous donnez, d'ailleurs même, une bonne analyse de politologue, j'espère que Onang sera d'accord avec moi, il faut écarter les régions du Nouveau. D'accord? Moi, je fais l'analyse un peu plus crédible. Pourquoi on ne devrait pas les écarter? Simplement parce que quand vous prenez le Nord-Ouest, quel est le collège électoral que le CAM a validé dans le Nord-Ouest? Un Nord-Ouest qui est complètement dévasté, un Nord-Ouest où il est déplacé à gauche, à droite. Est-ce qu'on a voté pour eux? Hein? Est-ce que... Donc les 86% sont à interroger. Qui a voté dans chacun des départements? On devrait le savoir. Donc moi j'élimine le Nord-Ouest dans le décompte. Maintenant quand vous prenez le Sud-Ouest, en dehors de la promotion, la publicité du Premier ministre sur l'Ondian, pourquoi les autres départements ne sont pas, ne sont pas mis en exergue ou bien en évidence? Parce que justement, là encore, on pense que le Sud-Ouest et le Nord-Ouest ne sont pas crédibilisés dans le décompte. Et je voudrais aussi dire que je souhaite, Pafa ici,
quand nous sommes sur un débat comme celui-ci, il faut respecter la population. Il faut respecter le peuple. Je continue à dire que le peuple n'est pas immature. Le peuple sait pourquoi il a voté contre Paul Biya. C'est pour ça que de temps en temps, je m'amuse à dire que le vote... Le peuple a voté contre Paul Biya. Vous ne permettez pas que j'avance. Quand j'avance, vous me faites descendre, ce n'est pas bon. Qui a gagné? Le débat n'est pas là. On fait une analyse structurée. Ce n'est pas là. Je voulais dire que le peuple a voté contre Paul Biya, mais pas pour Djiroma. Djiroma est en réalité quelqu'un qui arrive au bon moment, à un bon endroit. Je vous ai dit depuis longtemps, et Elimbi l'a confirmé. Vous voulez parler d'un vote sanction? Un vote rejet. Bon, maintenant, je vous laisse les autres attributs que vous voulez. Elimbi vous a dit que les gens qu'on attendait, n'est-ce pas, qu'ils coalisent, et qui étaient là sur le Starting Rock depuis au moins 1 an, n'ont pas pu s'entendre. Du coup, on interroge l'effet de la fusée ou l'ouragan Djiroma. Comment est-ce que ça s'est construit? Comment on a arrivé là? Et c'est pour ça que je dis que personne ne connaît le programme politique de Djiroma. Personne ne l'a lu, mais en réalité, ce n'est pas lui qu'on a élu. Le peuple s'est exprimé parce qu'il y avait le ras-le-bol. D'accord? C'est pour ça que je dis il faut faire attention avec le peuple. Il faut faire. Ne pensez pas que le peuple est immature. Bon, ok, acceptons que le peuple est idiot, le peuple, comme moi, de vos téléspectateurs, dit non, les casseurs, les machins. Ok. Dans le bureau, parce que regardez le bureau où a voté le président de la République. Ça fait peur de savoir que dans un bureau élitiste comme celui-là, sur 199 votants, le président a 128 voix, Djiroma a 56, près de la moitié. Comment il a fait? C'est pour dire qu'il y a beaucoup de membres du gouvernement, des proches collaborateurs du président de la République, des hauts commis de l'État, qui sont contre le président Biya. Il faut le dire de manière froide. Vous voulez faire comprendre au peuple qu'il y a des ministres qui ont voté contre Paul Biya? Pas seulement les ministres. Mais attendez, regardez, comment vous expliquez les 56 voix de Issa Djiroma dans un bureau où ce n'est pas n'importe quel kidam qui vote. Comment? C'est quand même un bureau sélectif où les votants sont sélectionnés. Donc il y a des gens qui rusent, abusent du président de la République, Paul Biya. Et je pense qu'il doit, s'il a les moyens, il faut qu'il réussisse à les identifier. Ah bon? Oui, il faut le faire. Non, attendez, vous ne pouvez pas chaque jour, parce que la duplicité de caractère... C'est la police politique? Monsieur, oui, mais en réalité, monsieur Biya a failli perdre cette élection. Tout à fait. N'est-ce pas? Il a failli la perdre. Et peut-être aussi, c'est la naïveté de l'opposition, c'est parce que certains ont travaillé sans même réfléchir sur comment prendre le pouvoir. Même si Djiroma est proclamé gagnant, il va prendre le pouvoir comment? Il va faire comment pour prendre ce pouvoir? Non, c'est pour ça qu'il faut être vrai dans l'analyse. Il y a des gens qui travaillent contre le président Biya, qui voulaient qu'il chute. Vous avez regardé la proclamation des résultats? Vous avez lu sur les visages un sourire? Vous avez lu sur les visages de la crème qui était invitée parce que les gens sont allés avec des cartons d'invitation. Ce n'est pas n'importe qui pouvait se retrouver là-bas. Vous avez lu parmi les visages des gens qui étaient contents? Non, ceux qui étaient au Conseil constitutionnel, lorsqu'on proclamait les résultats, étaient déçus de savoir que le président a gagné, c'est ça? Je vous laisse faire l'analyse dans mon analyse. Donc vous commentez, vous faites le commentaire dans mon commentaire, ou alors vous faites un commentaire dans mon analyse. Mais, passons. Mais vous pouvez reprendre, on pouvait reprendre les images. Vous avez vu le visage dur, serré, et ça a le moins de sourire en coin. Quand on a proclamé, quand on a dit le président l'emporte avec 53, tant. Non, on n'avait pas lu. Et c'est pour ça que je dis que si on avait lu ces résultats département par département, on aurait compris, n'est-ce pas, l'équipe. Parce que totaliser les pourcentages me pose un problème. Si vous avez, par exemple, une région où à la fin, c'est 100 personnes qui ont voté.
et que 86 ont voté le président Biya, vous avez 86%. Mais si vous avez des viviers électoraux, comme le Fundi, le Vouri, hein, par exemple l'Ouest ou bien tout cela, où on vous montre, hein, la puissance de l'électorat, vous vous rendez compte que la simple addition arithmétique ne vaut pas la peine. Maintenant, je voudrais dire, pour chuter, ouais, pour chuter, que si j'éloigne de mon analyse les 2 régions du Nozo, on reste avec 8 régions. Et c'est du 50-50. C'est du 50-50 avec des scores assez étriqués. Que ça soit. Et puis, je remarque aussi que la plupart des grandes agglomérations ont connu la victoire, n'est-ce pas, ont connu la défaite du président Biya. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans les autres, quand vous prenez le centre, le grand bassin du centre sud-est, vous voyez la manifestation du vote communautaire. Vous voyez la manifestation de ce que je pourrais appeler de manière barbative le vote villageois. Parce que les arrondissements excentrés, les départements excentrés, avaient la possibilité de manipuler les procès-verbaux. Donc, du coup, on peut aussi, hein, discuter de ça. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, je pense, je suggère au président de la République, lui-même, s'il a du temps, en buvant peut-être un bon vin rouge ou bien du vin de palme, qu'il regarde ces élections, département par département, les vrais, parce qu'il a les vrais, et les maquillés proclamés, qu'il les regarde, et il comprendra, des éléments de preuve. Et il comprendra que il est entouré des gens en réalité qui sont spécialistes du double langage et la duplicité de caractère. Professeur Owanangini, au-delà de tout, quelles peuvent être les grandes leçons à tirer du dernier scrutin au Cameroun? Merci de me donner la parole. Les leçons sont que le scrutin a été compétitif. Il a été plus compétitif que les gens n'ont tendance à le dire. Et en réalité, si l'opposition avait une bonne stratégie, on se serait retrouvé vraiment dans une situation très difficile qui allait même justement créer plus de problèmes. Ça veut dire qu'on aurait eu un écart d'1 ou de 2 points. Et vous voyez bien quel type de configuration ça allait créer. Ça veut dire qu'on aurait une victoire, par exemple, du président Biya, avec 51 contre 49 pour l'opposition. Et c'était parfaitement possible. Bon, les gens, parce que ça les arrange, mettent en évidence des irrégularités qu'ils attribuent exclusivement au pouvoir. Ça, c'est de la mythologie. L'élection, quel que soit le contexte, est une dynamique de compétition. Et cette compétition peut comporter des aspects qui ne sont pas des aspects loyaux. Ça, c'est une règle des élections où qu'on se trouve. Et d'ailleurs, s'il faut même rentrer dans cette élection-là, les irrégularités commises par le candidat que certains veulent célébrer sont explosives. Vous avez des éléments de preuve? Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Ah ben. Mais je vous dis qu'elles sont explosives. C'est une élection compétitive. Maintenant, cette élection révèle aussi les contradictions et la complexité du Cameroun. Ça veut dire qu'il y a à la fois des aspects qui sont liés à des transformations qui font que le pays ne peut plus se lire simplement à partir des blocs communautaires, mais en même temps, il y a dans cette élection la preuve que les blocs communautaires sont bel et bien là. En réalité... Ça a été un vote communautaire? Oui, c'est un vote comme si je voulais dire ça en termes compliqués. C'est un vote intercommunautaire suraffinitaire. Ça veut dire que le vote se fait en tenant compte d'éléments qui ne sont pas des éléments communautaires de manière directe, mais qui sont des éléments communautaires parce que des leaders d'une communauté peuvent appeler à faire voter un candidat qui n'est pas de leur communauté. Vous comprenez? Ça veut dire par exemple que moi, je ne suis pas en course et je demande de manière directe ou indirecte qu'on vote pour un candidat d'une autre communauté. Quand vous allez avoir une lecture superficielle, vous allez dire non, ce vote-là,
n'a rien à voir avec les communautés, alors qu'il a à voir avec les communautés. On se trouve donc dans une configuration qui a été préparée, mais n'a pas été suffisamment mûrie, où vous avez deux coalitions communautaires. Deux. Vous me rejoignez alors? Laissez. Laissez, il y a deux coalitions. Temps et les successeurs conventionnels. Non, ce n'est pas ça. Finalement, il faut laisser sous les. Mais c'est ça. Ce n'est pas ça. Comment tu me donnes là? Ce n'est pas ça. Deux coalitions communautaires. Vous avez un régime qui est le produit d'une histoire, qui contrôle l'hégémonie, c'est-à-dire la suprématie politique et institutionnelle, qui est donc contraint par ces conditions à construire une alliance nationale. Cette alliance nationale se trouve présente dans toutes les régions, mais elle est concentrée autour de trois pôles. Un pôle nord, un pôle sud, un pôle ouest. C'est ça le dispositif du RDPC. Maintenant, l'opposition en face a voulu casser cela. C'est-à-dire a voulu scier le RDPC dans ce qu'on appelle commodément le Grand Nord. C'est-à-dire éteindre le RDPC dans le Grand Nord, le neutraliser complètement dans l'Ouest. Mais ça n'a pas réussi. C'est pour ça que le RDPC a gagné. Pourquoi le RDPC gagne? Parce que ayant une implantation nationale, au niveau de la manœuvre, ce qui concerne les procès-verbaux, il a une masse importante de procès-verbaux qui lui fournissent l'information et qui lui donnent les données sur la dynamique de l'élection. Et il les a pratiquement pour toutes les régions. Le candidat qu'on a en face, qui en réalité est le produit d'une alliance tactique, qu'il faut appeler par son nom. L'alliance est FSNC-MRC. Ah bon? Oui! Il y a eu une alliance de ce genre? C'est clair. D'abord, le président par intérim, pour autant qu'il y ait intérim là-bas, M. Mamadou Yakouba, a demandé qu'on vote pour Tiroma. Donc c'est une alliance claire. Et c'est cette alliance qui permet au FSNC, qui n'a aucune base dans le littoral, d'être présent dans le littoral où le MRC a un ancrage indiscutable. Voilà pourquoi c'était une erreur pour le MRC de ne pas aller aux élections législatives et municipales en 2020. Parce que la configuration de cette élection montre que le MRC avait un ancrage important dans le littoral pour les raisons sociologiques qu'on connaît. C'est-à-dire qu'ils sont liés au fait qu'il y a une forte présence des ressortissants de l'Ouest, en général, et particulièrement de l'Ouest d'Ibamileke, dans le littoral. Est-ce que le MRC, c'est un parti des Bamileke? Non, c'est pas ça le problème. Laissez, je poursuis mon analyse. La victoire de Tiroma dans le littoral, c'est le MRC. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Au nord, le MRC avait commencé un travail pour essayer d'étendre son réseau du nord. Mais ce travail était confronté à la concurrence du RDPC et de l'UNDP, qui sont les deux partis les plus importants là-bas. Le FSNC ayant là-bas une présence limitée. Ce sont les conditions situationnelles faisant que comme M. Bello Bouba n'a pas un habitus populiste, il n'était donc pas le bon client dans une logique où il fallait opposer au président Biya quelqu'un qui peut tenir le discours qui arrange les gens, même s'il n'a pas de programme. C'est donc au nord la préemption d'une bonne partie des voix de l'UNDP ajoutée à l'action du MRC qui produit la forte présence du candidat Tiroma au nord et dans la Damawa, zone traditionnellement UNDP. Mais le RDPC a réussi l'essentiel au niveau de la stratégie. Il a quand même conservé des poches importantes au nord et même dans la Damawa, malgré le fait que ce sont des zones où il était en recul. Et il a conservé surtout la maîtrise dominante dans l'extrême nord. Et c'est pourquoi il gagne. Je finis. C'est très important. On a parlé du vote dans le Nozo. Et je voulais justement oui, une question. Le vote dans le Nozo, c'est les conditions, encore une fois. On a
2 régions qui sont entrées en crise à travers un mouvement armé. Ce mouvement armé a d'abord désarticulé la base du SDF. Et cette base du SDF s'est retrouvée prisonnière. Elle a été prise en otage par le mouvement armé. Et ça a fait que dans la compétition loyale, le SDF ne peut pas se déployer de manière efficace. Et le RDPC en profite, particulièrement au nord-ouest. Au sud-ouest, le RDPC était déjà dominant. Mais les mêmes conditions ont fait qu'il soit présent. À l'ouest, pour terminer, le RDPC a quand même, dans une certaine mesure, bloqué parce qu'il est un parti national. Je ne dirai pas le reste. Je ne dirai pas le reste. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est que l'opposition doit encore progresser. Mais elle aurait pu gagner cette élection. C'est parce qu'elle n'a pas suivi ce que M. Elimbi Lobele. Nous avons l'opposition la plus bête. Je ne sais pas si elle est bête. Mais pourquoi vous tapez la tête? Je tape la tête parce que ça n'a pas été suffisamment utilisé. La tête? Oui. Donc l'opposition est bête. Non. C'est pas parce qu'on n'utilise pas la tête que ça veut dire nécessairement qu'on est bête. Abel Elimbi Lobele, est-ce que le président de la République, au sortir de cette élection, ne devrait pas sanctionner ces élites qui ont perdu l'élection dans leur village, dans leur regroupement, dans leur communauté? Le président Biya doit tirer les leçons que dans son camp, il y a beaucoup d'incompétents qui profitent de l'appareil du parti. Vous voyez, je reviens un peu sur tout ce désordre qui règne à Douala et ailleurs dans nos petites villes. Pourquoi? Où sont ces présidents de comité de base, ces présidents de sous-sections, ces présidents de sections qui mobilisent souvent des milliers de personnes dans les défilés? Pourquoi n'ont-ils pas mobilisé les gens pour empêcher les casses? C'est quand même curieux. Vous voyez le défilé ici à la place du 20 mai. Ici, vous voyez près d'1 million, plus de 250 000 militants du RDPC. 250 000 militants et les présidents de sous-sections, de comités de base ne sont pas capables de dire « Ok, comme vous menacez de faire du désordre, nous allons nous déployer. » Ils ont laissé faire le désordre. Et ce n'est que quand la situation est déjà à peu près consommée, à Douala 3 à 2, on a déjà brûlé la maison de Fampou, qu'on voit finalement les jeunes du RDP sortir. Le mal est déjà consommé autant pour moi. Donc il y a un problème sur la viabilité de l'encadrement de son parti. Parce que l'encadrement du parti, ce n'est pas seulement pour aller au défilé et recevoir l'argent pour festoyer. C'est aussi pour mobiliser les électeurs, mais c'est aussi pour gérer les situations de crise contre votre parti. Comment vous n'arrivez pas à gérer les situations de crise contre le RDPC? Donc on dit que le RDPC a gagné. Depuis qu'on dit ça, vous voyez qui? Vous voyez qui des cadres du RDPC au devant de la scène pour conjurer cette instrumentalisation de la jeunesse? Bon, moi je reviens sur autre chose. Je veux dire aux gens que, vous savez, la vérité, c'est comme les fesses. Ah bon? Oui. Ça veut Vous dire quoi? faites n'importe quoi. Comment tu peux faire pour ne pas t'asseoir avec tes fesses? Tu vas toujours t'asseoir sur les fesses. Donc, vous montez, vous descendez. C'est depuis 2017 que j'ai dit à mes frères de l'opposition, première chose, cessez de croire que l'évocation de la fraude électorale légitime vos échecs. Cessez ça. Ce discours doit finir. Nous échouons aux élections à cause d'une mauvaise organisation des forces du changement. Et tous les résultats que nous avons nous montrent que, premièrement, la dispersion des voix ne s'est pas produite comme on attendait. Parce que quand je prends les 9 candidats, ils ont 450 000 voix. C'est-à-dire, je prends Akere, Ateki, Bouga, comment il s'appelle, Iodi,
Serge Espoir Matomba, Kwemo, aussi, Ndamjoya, tous ces gens-là ne font pas 500 000 voix. Ne font pas 500 000 voix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'effet, l'idée de la coalition a fonctionné dans l'esprit d'un grand nombre. Sauf que cette idée-là n'a pas mobilisé entièrement les forces du changement. Puisqu'il y avait un doute. Et le fait que cette idée ne mobilise pas entièrement montre très bien que M. Chiroma, M. Bello ont perturbé l'opposition. Ils sont responsables de la défaite. Et l'analyse que Bessal a fait de leur sortie au moment où ils sortent compromet complètement la crédibilité de l'idée selon laquelle ils se sont détachés par eux-mêmes. Pourquoi c'est enjoué? Le timing. Le timing. On fait des luttes, on mobilise. Depuis des années, M. Chiroma est dans le camp qui nous attaque. Et au dernier moment, il sort pour venir organiser la dispersion du vote contestataire dans le Grand Nord. Et pas seulement dans le Grand Nord. Parce que les peuples du Grand Nord sont énormément présents au littoral. Il s'agit donc de capter l'électorat contestataire du Grand Nord pour que cet électorat n'aille pas ni chez Ossi, ni chez Cabral Libi, ni chez Matomba, ni chez personne. Donc, nous avons échoué, chers compatriotes. Pour chuter. Cabral Libi, nous avons perdu. Aussi, nous avons perdu. Matomba, nous avons perdu l'élection. Ndamjoya, nous avons perdu l'élection. À cause, de Issa Chiroma qui est un serviteur du régime, à cause de Bello Bouba qui sont des serviteurs du régime, dont la capitalisation, Bello Bouba a eu 112 000 voix. Ce qui est minable. Ce qui est minable, mais ce qui montre que il a voulu jouer un rôle, mais qu'il n'a pas finalement pu jouer. Mais il a joué dans les esprits à perturber l'opposition à la dernière minute. Très bien. Nous n'allons donc pas aller aux élections législatives et municipales sans tirer les conclusions. Il y a des gens qui nous ont fait échouer. Ces gens sont au cœur de l'opposition. Nous n'allons pas considérer que M. Anissé et Kane et Ndjekan Tchameni ne sont pas responsables de notre échec. Nous n'allons pas non plus considérer que le manque d'humilité des acteurs classiques qui refusent de s'asseoir seulement un seul jour pour écouter les gens qui ne sont pas candidats. Je ne suis pas candidat. Très bien. Mais je me bats depuis des années à vous faire comprendre que on ne peut pas, en face d'une machine aussi importante que le RDPC, venir sur le champ du combat avec des arguments éculés où quelqu'un a 3 conseillers municipaux dans tout le Cameroun. Le Cameroun a 10 632 conseillers municipaux. Expliquez-moi, maintenant que vous avez échoué et que vous allez faire des réunions internes pour analyser, encore faut-il le faire. Expliquez-moi comment quelqu'un qui a 3 conseillers municipaux peut se mettre devant les gens pour dire qu'il va battre Paul Biya, qui a 11 000 élus. Merci. Hein. Comme si vous êtes tous d'accord que les élus n'impactent pas dans la mobilisation du vote. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous avez fait vos fautes. Ce n'est pas la peine d'aller suivre Issa Chiroma. Issa Chiroma a organisé, a participé à notre défaite. Et il est déjà en train, d'après ce que nous apprenons, la presse internationale dit, il est déjà en train de négocier le poste de Premier ministre. Exactement comme il a négocié par le passé des postes au dos, sur le dos des forces du changement. Il a démissionné du gouvernement et pas encore entré dans le même gouvernement. Et avant, il n'a pas été sorti du gouvernement et on l'a ramené. Là, il n'avait pas démissionné. Avec votre permission, sous dans quelques secondes. En quelques secondes, je voudrais dire à notre ami Elimi Lobi, pourquoi le sommet politique du RDPC n'est pas en effervescence, comme
comme on regarde le vide, c'est parce que les états-majors ont confisqué le parti. Les états-majors du RDPC ont confisqué le parti et ces gens-là ne sont pas d'accord. Et le RDPC a fait 2 fautes. Bien, le nouveau a fait 2 fautes. La première faute, c'est que on aurait dû laisser, comme toi Ali, n'est-ce pas, il y aurait eu un émiettement de voix qui aurait permis à ce qu'on ne voie pas tout de suite, n'est-ce pas, l'efficacité ou alors la force de frappe de ce que la force de frappe dont parle au Nangini, que j'achète, à savoir qu'à un moment donné, il y a eu un concours de circonstances qui a provoqué les deux. La deuxième chose que le RDPC ne peut pas laisser. Le RDPC ne peut pas laisser. Monsieur Kato Petit, au risque premièrement de manipuler les lois et les règlements. Deuxième chose, demander au RDPC de laisser quelqu'un qui peut faire battre le RDPC. Du bruitage. Tu me faisais la cohérence. Tu comprends rien. Oui, toi tu comprends que le RDPC devait laisser qui est parti faire l'investiture de la corruption. S'il vous plaît. On devait le laisser. C'est ça que tu peux me laisser chuter. On te laisse chuter que tu étais d'abord où tu es à terre. Vous savez, hein, votre complice du Grand Nord et, n'est-ce pas, l'Ouest, que ce soit à l'Ouest ou alors au littoral, et même dans la diaspora, parce que vous voyez que le président de la République dans la diaspora, il est constitué, n'est-ce pas, de presque n'est-ce pas, ceux qui sont dans le RDP, dans le MRC. C'est pour ça que la conjugaison des deux a provoqué le score fleuve de Issa Chibombo. Mais si, mais ça a battu. Maintenant, la dernière chose, c'est que le président aurait dû laisser les élections législatives et municipales avant la présidentielle. Ça aurait permis de changer. Ça aurait permis de changer parce que il aurait dû les votes. Il a laissé ça en 2011. Monsieur Parfait ici. Monsieur Parfait ici. Je continue à dire qu'il y a des gens que la base ne veut plus voir, qui sont au gouvernement, qui sont aux affaires et qui auraient dû sauter, qu'on aurait dû éliminer à travers les élections législatives. Permettez-moi de conclure cette émission. Nous allons te dire qu'ils ont fait gagner pour l'émission a été on va te dire qu'il a fait gagner pour Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui ont travaillé durement comme d'habitude pour que nous ayons cette production. Nous disons également, nous souhaitons une bonne fin de semaine à tous nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. La première rediffusion de cette émission, c'est ce soir à partir de 21 h. La deuxième rediffusion intervient demain à partir de 13 h. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?